Bonsoir chers téléspectateurs, fidèles amis d'Expression et de Label. Merci d'être avec nous ce soir pour parler des frasques de Binto de l'Ivoirien Amadou Koné. Et nous recevons en deuxième partie de notre émission Akmel Niagne, professeur de musique. Et nous terminons par la troisième partie qui sera une chronique de Innocente sur le troc dans un village du Togo. Voilà donc le sommaire de notre émission ce soir. Monsieur Akmel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur notre plateau. Merci Paul. Chers téléspectateurs, vous connaissez déjà mes compagnons, Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Souley Agara, bonsoir. Bonsoir Paul. Mais très bien, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler des frasques de Binto. Amadou Koné est né en 1953 au Burkina Faso actuel. Son père, choqué par les abus des colons français et des nouveaux chefs à leur solde, émigre en Côte d'Ivoire. Il connaît un parcours scolaire et universitaire brillant. Il décroche en juin 1974 une licence en lettres modernes, option études africaines, et obtient une bourse pour préparer son doctorat à Limoges en France. Il soutient une thèse de doctorat sur l'influence du récit héroïque sur le roman africain en langue française et anglaise. En 1978, il épouse une Américaine. Il a enseigné à l'Université nationale de la Côte d'Ivoire comme maître assistant. En 1992, il arrive aux États-Unis et commence une carrière comme associate professor, puis full professor of French and Francophone African Studies à l'Université Tulane à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Depuis 1997, il enseigne la littérature, la culture et l'histoire africaine à l'université Georgetown de Washington. Écrivain précoce, il produit et met en scène déjà au collège une pièce de théâtre, Samori de Bissandougou, et un roman, Kalema Fata ou Les ennemis de la traite. Il a publié entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, Les frasques de Binto en 1974, Jusqu'au seuil de l'irréel, un roman, Le respect des morts, une pièce de théâtre, De la chair au trône, une autre pièce de théâtre, Les coupeurs de tête, un roman, Sigi, Sigila, Sigia, une pièce de théâtre, et enfin, en 2010, L'œuf du monde. Voilà donc, en quelques lignes, ce qu'on pourrait dire sur ce grand monsieur de la littérature africaine. La question qu'on pourrait poser pour commencer à réfléchir sur cette œuvre est de savoir quels sont les thèmes abordés dans l'œuvre. Je pense qu'il y a pas mal de thèmes. Je pense que les thèmes, il y a le thème de l'éducation, on le sent dans le texte. Il y a le thème de l'amour, qui lui sera fatal d'ailleurs. C'est la trame, ça fait même partie de la trame de l'histoire. Il y a le thème de l'amitié entre ces deux amis, entre lui et Basie et Koula, entre lui et Monique, avant que ça ne change. Il y a les rêves d'enfance et de grandeur. Il y a également une envie de réussir, on sent. Et il y a aussi la désillusion. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes. Voilà au moins cela que j'ai retenu. Les phrases de Binto, on peut catégoriser et dire que c'est un roman d'apprentissage. Et à ce titre, ce roman donne une belle illustration de l'apprentissage que peut faire un jeune Africain en matière de socialisation, en matière de conduite relationnelle et en matière même de comportement scolaire. On voit dans le parcours du héros, Binto, une forme d'exemplarité et en même temps de contre-exemple, parce qu'il s'illustre bien par moments et vers la fin, il apparaît presque comme un anti-héros ou en tout cas un héros médiocre. Médiocre, à la limite, certains même le voient comme un monstre quand il persécute. Oui, il prend vraiment... même si après, il se ressaisit un peu, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Elle était déjà marquée au fer. Donc c'est à dessein que Amadou Koné, comme dans presque tous les romans, il fait échouer le héros romanesque. Généralement, à dehors des happy ends, le héros romanesque échoue. Et là, Amadou Binto, effectivement, il va échouer.
Il va échouer par rapport à l'aventure amoureuse, par rapport à cette socialisation. Il ne va pas réussir. Ses rêves vont venir se briser vers, si vous voulez, une espèce d'erreur ou de faute. De faute extrêmement fatale. Oui, c'est une faute, oui. Ouais. Et même la note finale, hein, le décès de Monique, accidentel ou volontaire, voilà, qui saute dans l'eau de Monique. Oui. Pourrait-on aussi dire que les thèmes abordés sont en relation avec la période, avec l'univers de production de ce roman, cette période qui fait que la littérature africaine en était au questionnement et les solutions ont été proposées plus tard. Peut-être aussi qu'il faudrait mettre cela sur le compte de la jeunesse, le jeune âge de l'écrivain, voilà, de l'écrivain. Mais on voit que ceci coïncide avec l'univers romanesque de l'époque. Akmel Niagne, bon, tu as lu il y a fort longtemps sûrement les phrases de Binto. Qu'est-ce que tu as retenu en termes d'émotion? Bon, avant de lire ce roman, c'est mon aîné qui a déjà lu ce roman et qui nous a raconté un peu le drame qu'il a vécu, qu'il a vu, qu'il a lu. Et lorsque je l'ai lu aussi, il y a très peu, il y a plus de 20 ans maintenant, bon là je me souviens presque plus de rien, mais je me souviens que j'ai eu mal, j'ai pleuré. Ah. Voilà, c'est tout. Il a eu mal, il a pleuré. C'est parce que c'est par rapport à la douleur, la tristesse, c'est en rapport avec le monstre que Binto est devenu. Il a fait souffrir tout son entourage, parce que ce n'est pas seulement Monique, mais même sa mère était désespérée de voir son fils aussi métamorphosé. Ce n'est pas le garçon agréable qu'elle a toujours connu. Je pense que cette tristesse, cette amertume qu'on ressent en lisant l'œuvre en rapport avec le changement de Binto. Il y a un élément perturbateur, comme dans tout récit, c'est la grossesse de Monique. Est-ce qu'on peut analyser cet élément pour perturbateur comme le résultat d'un plaisir irréfléchi? Là, on voit un des thèmes de ce roman, le thème de l'éducation. Est-ce que si Monique était avertie, est-ce que si Binto avait réfléchi, est-ce qu'ils en seraient arrivés là? Et le rôle de l'entourage par rapport à l'éducation sexuelle. Je pense que ceci, c'est le résultat, cette grossesse, c'est le résultat d'un manque d'information, d'un manque de discernement. Et le plaisir qui est irréfléchi et qui perturbe la vie à jamais de Binto. Monique, elle a perdu la sienne. Et peut-être si il y avait plus d'éducation, plus de renseignements, plus d'enseignements, on aurait pu éviter des drames pareils. Parce que, bien sûr, c'est une période qui est en rapport avec le siècle dernier, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, c'est compliqué pour certains parents de faire l'éducation sexuelle de leur enfant. Et pourtant, c'est un passage obligé. Nous sommes obligés d'éduquer nos enfants à la sexualité pour leur éviter des drames comme celui que l'on voit dans les phrases de Binto. Effectivement, moi je partage entièrement cette analyse. Effectivement, c'est le déficit d'information et de formation en matière d'éducation sexuelle. Tous les trois personnages centraux. Et Binto, il parle d'amour, mais il ne montre pas qu'il connaît bien cet amour. Muriel, elle parle d'amour également, mais ce n'est pas un amour pur. En ce sens que, voilà un personnage qui est contrarié par les questions de culture et de classe sociale. Exactement. Dans les relations sociales, quelle place, surtout quand on veut parler d'amour, quelle place doit-on accorder à la culture et à l'appartenance à
une classe sociale précise. Est-ce que l'amour est interdit entre un roturier et un noble? Le romancier n'a pas répondu à la question. On se sépare, on ferme les romans et on ne répond pas. Comment éviter les frasques de Bintou? Comme auteur ou comme victime. Par l'éducation. Par l'éducation. Et qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur de cette éducation? Le contenu. Voilà, quel contenu? Qu'est-ce que l'amour? Quand dans la phrase, un garçon prononce, ou bien une fille, je t'aime, vraiment. Quelle conscience avons-nous de ces trois mots? Parce que tout simplement, l'amour, c'est un sentiment qui s'apprend. On apprend à aimer. On apprend à aimer. On apprend à aimer, sinon on se trompe. Et quand il y a un désir, voilà. On a tendance à assimiler le désir à l'amour, alors que ce ne sont pas les mêmes sensations. C'est deux niveaux différents, totalement différents. Ce qui est arrivé à Monique, c'est un peu pas sa faute. Un peu pas sa faute. Elle a vu Bintou toute la journée, elle va le voir le lendemain. Pourquoi se glisser dans la chambre de Bintou? Et pourquoi lui aussi il cède? Pour parler, le feu du désir brûlait. Ça, c'est un manque de maîtrise. Pas à cause de déficit en matière d'éducation. Ce regard qu'on porte sur les sociétés africaines, je ne suis pas d'accord avec. Il y a dans les sociétés africaines une forme d'éducation sexuelle. Avec beaucoup d'interdits, et très peu de renseignements, c'est ça le problème. Avec des interdits, on peut les appeler comme ça, mais Amadou Koné, il est né dans une société, en tout cas si on prend le grand groupe Sénoufo ou Bambara Djoula, il y a des pratiques. Le fiancé, le postulant, le prétendant, il peut rester à côté de la fille pendant des années. Il ne la touchera pas. Et tout le monde va le voir aller et venir. Il va même cultiver pour ses futurs beaux-parents. Et les jeunes gens sont éduqués dans ce schéma. Jamais ils n'oseront briser l'étape. Et on apprend donc au jeune homme à s'engager au moment opportun. On ne risque pas, on ne confond pas le désir et l'amour. On ne risque pas d'avoir une grossesse. Elle est heureuse pour avoir fait une faute en fait. Cette grossesse, il n'y a pas eu de concertation au début. Or, dans les sociétés africaines, il y avait cet apprentissage qui permettait aux jeunes gens de se connaître, de se fréquenter pendant longtemps, avant que le mariage ne soit scellé. Est-ce que c'est le cas dans cette période? Est-ce que tu n'es pas en train de nous parler de cette Afrique mythique-là d'il y a assez longtemps? Voilà. Bon, je me semble qu'aujourd'hui, ça a bougé. Hein? Ça a peut-être bougé. Et puis il y a quand même une espèce de cristallisation. Il y a des résistances. Beaucoup de résistances. Est-ce que tu t'es aventuré un jour à donner un nouvelle? Bon, j'ai pensé à le faire maintenant parce qu'elles deviennent grandes, de plus en plus grandes. Mais en général, ce travail est confié à mon épouse. Parce que ce sont des filles? Oui, parce que ce sont des filles. Si c'est les garçons, c'est moi qui m'en charge. Puisque je sors souvent avec les garçons, il y a des promenades pour lesquelles les hommes sont entre eux, les femmes sont entre elles. Et puis bon, on discute de ce genre de situation. Bon, maintenant je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Soulé. C'est... Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une éducation sexuelle qui existait. Je pense que les Africains, ce qu'ils faisaient à cette époque, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait tellement d'interdits. Les jeunes hommes, la fille et l'homme ne restaient jamais ensemble. Et comme ils savent qu'ici restent ensemble, il y aura forcément ce désir qui va arriver, donc ils évitaient. Peut-être c'est ce qu'on peut appeler une éducation sexuelle. Justement, les connaissances de la maman doivent servir à avertir les jeunes filles pour qu'elles ne risquent plus de tomber dans ce genre de piège. Oui, la connaissance du corps. C'est ça qui n'est pas fait en général. C'est de ça que nous parlons. Oui, la connaissance du corps, c'est pas exclu totalement. C'est pas exclu, mais déjà,
parce que quand on observe les déviances, tout ce qu'on observe comme anomalie ou qui est maintenant considéré comme quelque chose. Moi, je pense, ceux qui croient qu'ils sont en train de faire dans l'éducation sexuelle de manière exemplaire. Non, expliquez. Non. L'éducation sexuelle à l'école, dans les cours de SVT, dans les cours de français, donc comme on le fait maintenant, etc. Et permet à l'enfant de mieux connaître son corps, à mieux le maîtriser. Apprendre à un enfant à connaître son corps, c'est pas l'inciter à la dépravation. C'est que moi, j'ai du mal à comprendre le fait qu'on balaie d'un revers de la main ce qui se passait. Mais parce que les situations de crise, on ne les observait pas de façon phénoménale. Justement, le cadre spatial a changé. Pourtant, l'univers théoriquement, où certains observateurs diront non, il n'y avait pas d'éducation sexuelle. Mais les perversions étaient des épiphénomènes. Ce n'était pas des faits de société d'une grandeur inquiétante. Oui. Je pense que mais oui, on n'en parlait pas peut-être. Voilà, c'est ça. Moi, justement, voilà, on n'en parlait pas, c'est pas parce que c'est pire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on communique mieux. Voilà. On communique plus. Moi j'ai dit non, la perversion là ne prend que de l'ampleur au fil du temps. Les sociétés étaient très équilibrées, hein. Très équilibrées. Il ne faut pas penser qu'en Afrique c'était parfait très aussi. équilibré. On a beaucoup de et c'est pas le fait que. C'est toi qui chaque fois a voulu condamner l'angélisme que certains prônent quand on parle de l'Afrique. Il y a les limites, il y a les imperfections, il y a les insuffisances. C'est pas qu'on doit se fermer, il faut s'ouvrir. Mais je dis et je répète, ces organisations-là traditionnelles de la société étaient assez équilibrées. Souley, est-ce que tu penses que Monique, tout comme Ebinto, ont reçu une éducation sexuelle telle que tu le proposes? Voilà. C'est-à-dire par des signes, ils savaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Oui. Parce que tu vas m'expliquer comment ils en sont arrivés à cela. Il y a, justement, il y a à côté de... je parle déjà, je ne parle même pas de l'école. Hein, oui, ils ont été sous l'influence de l'école. C'est-à-dire l'école, au niveau de l'occupation de l'espace, l'école ne s'occupait pas. L'école les mettait ensemble. Monique et Muriel, Muriel et Monique, plutôt les trois personnages pouvaient se voir facilement. Pouvaient occuper le même espace. Et ce n'est pas bien, ça? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis que dans les sociétés traditionnelles, ce que vous avez appelé avec insistance, il y avait des interdits. C'était une autre façon d'organiser la société. Que dit donc, pour terminer, de la technique d'écriture? Ah oui, cette question-là, je l'attendais. Oui, parce que c'est un rapport avec le schéma narratif qui n'accroche plus. Je pense que c'est une stratégie qui est quand même désuète. Donc, Innocent, tu nous dis ce que tu n'aimes pas dans les frasques de Binto. Je dis ce que je n'aime pas et je dis ce que j'aimerais. Un ouvrage qui a été si célèbre, démonté par Innocent. D'accord, on t'écoute. Non, je dis que le schéma narratif, c'est désuet, quoi, parce que c'est quoi c'est le schéma classique. Oui, le schéma trop classique qui suit l'axe du temps et puis c'est très prévisible. On a un dénouement heureux, un dénouement malheureux. On sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas de surprise et ce n'est plus agréable de lire ce type de roman. Ce n'est pas par rapport à notre époque. Hein. Même quand on met peut-être tout sur le compte du jeune âge de l'écrivain, mais Les Frasques de Binto, c'est un roman qui est à continuer. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai lu Les Frasques de Binto, je n'ai rien senti. J'attends d'une œuvre qu'elle me fasse du bien, ou bien qu'elle me fasse du mal, mais qu'elle me fasse quelque chose. Mais Les Frasques de Binto, ça ne m'a rien fait. Pourquoi? Parce que c'était trop prévisible. La grossesse, les difficultés, la situation, le drame au final. Et si Amadou Koné dit qu'il va continuer, peut-être que lui-même il a senti un manque, un vide, une envie, parce que si le roman pouvait combler
on n'aurait pas besoin de terminer quoi que ce soit. Ça, c'est mon opinion par rapport à la fin. Je suis restée sur ma fin par rapport à l'œuvre. À cause de l'emprunt du schéma en arabe. Non, pas seulement oui, du schéma en arabe. Oui, c'était cette période qui coïncide avec les moments où dans les villes africaines, les capitales africaines, dans nos pays en Afrique, on était avec le marxisme. Marxisme-léninisme. On voit le narrateur qui est Ebinto, il dit, le narrateur qui parle... Les pays marxistes en Afrique, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Non, pas des pays. J'ai dit l'univers dans lequel baignaient les intellectuels. La plupart étaient avec le marxisme-léninisme. Et Amadou Koné, est-ce qu'il appartient à cette génération de marxistes? Je ne sais pas, il était très jeune, mais il y a toujours cette... Attendez, quand il dit... alors, est-ce que c'est une génération de... Le professeur, il est blanc. Après, il y a Amadou Koné qui est élève. Non, plutôt. Ebinto qui est élève. Le professeur, il est blanc. Les filles ont des prénoms féminins occidentalisés. Tous les garçons ont des prénoms traditionnels. Et puis, il y avait je ne sais pas si c'est du féminisme que de défendre les filles, ou bien c'est le marxisme-léninisme qui voulait que tout le monde soit égaux. En tout cas, moi, je sens qu'il y a un manque, un vide. Et à un moment donné, il dit, à la page 85, le mot-ci. Moi, ça m'a blessé. Parce que, peut-être qu'il était trop jeune, mais moi, je trouve que ce n'est pas positif d'appeler quelqu'un par son appartenance à un groupe social, le MOSI. Le MOSI ou bien le commerçant Djoula à la page 120. Il y a des situations comme ça. Je ne sais pas par rapport à... Oui. Tu vas permettre, il y a un autre Ivoirien là qui dit ce passage, comme tu le faisais en voix off tout à l'heure remarqué, au niveau des techniques d'écriture, il y a des emprunts au lexique des jeunes. Il y a également des emprunts aux habitudes linguistiques en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est un peu comme ici, tous les épiciers, on va dire le malien. Oui, mais justement, le mot-ci. Justement, je ne dis pas que... moi, je sais qu'on le dit ailleurs. Mais je dis que ça me met mal à l'aise, moi, personnellement. Parce que qu'on nomme quelqu'un par rapport à son appartenance, en rapport avec un groupe social, moi, ça me met mal à l'aise. Oui, tout simplement. Maintenant... Bon, mais ça, c'est un peut-être jugement. pour Innocente, ce sont des racines qui peuvent générer demain. On a vu dans certains pays, justement, il y a eu des problèmes politiques qui avaient un soubassement des problèmes ethnique, sociaux qui a avec un soubassement ethnique, etc. Hein. Parce donc, que est-ce qu'à la longue, ça n'amène pas des divisions? Il n'y a pas les germes des divisions possibles. Oui, parce que là... peut-être tu as raison, parce que quand on regarde même dans sa biographie, il règle ce problème avec l'un de ses romans intitulé Sigia. Voilà. Sigia. Ouais. Sigia, c'est s'asseoir ensemble. C'est s'asseoir ensemble. C'est le vivre ensemble. Exactement. Et effectivement, quelque part, parce que Amadou Koné, on l'avait eu à l'université dans un cours, je ne sais pas, c'est pas littérature comparée, c'est littérature africaine. Et même son roman, on l'a étudié ensemble, et lui auteur, lui professeur, etc. Donc, il règle, et ce roman, il faut le comprendre, hein, il a 18 ans quand c'est publié. Et je crois qu'il a une belle écriture. Le mélange des emprunts linguistiques. Le genre épistolaire par moment. Alors, le genre épistolaire, je reviens là-dessus parce que c'était les fonctions de l'écriture épistolaire. J'ai l'impression que le roman est très épistolaire dans la mesure où chaque fois qu'il y a un événement important, le lecteur s'en rend compte grâce à la lettre. Les différentes lettres montrent des tournants. Voilà, les différentes lettres montrent les tournants décisifs dans l'intrigue, dans la trame du récit.
Et c'est d'autant plus important parce que justement, ce sont les lettres qui lient et qui délient. Chaque fois qu'il y a une lettre, il y a un nouveau tournant. Il y a une nouvelle situation qui est proposée. Et bon, et les lettres sont très longues. La lettre de Monique va de la page 97 à la page 107. Et il y a 8 parties. Une partie non numérotée et sous cette autre partie de lettres. Cette autre partie. Les lettres sont très longues. Peut-être que c'est pour parler directement au lecteur, pour que le lecteur s'engage dans la conversation et que la lettre est citée de façon parfaite. Et aussi, à un moment donné, il interpelle même le lecteur. À un moment donné, il dit lecteur. Il parle au lecteur directement, 2 fois. On sera obligé d'arrêter. Il parle au lecteur directement et il dit, il dit à la page 111. À la page 111, le narrateur cherche un dialogue avec le lecteur. Directement, il interpelle. Et c'est plus qu'une lettre. Maintenant, le lecteur fait partie un personnage du roman. Peut-être que le lecteur doit venir au secours du héros. Peut-être que le lecteur doit donner son opinion. Et peut-être que le lecteur doit continuer le roman. Peut-être que si on continue le roman soi-même, on n'a plus ce manque que j'ai reçu en lisant, que j'ai senti plutôt en lisant les phrases des Binto. Il faut quand même lui reconnaître de grandes qualités. C'est d'avoir osé interroger, poser un problème, des questions presque existentielles. Qui sommes-nous? Et le mot le plus beau du dictionnaire pour moi, c'est l'amour. Comment aimer? Il tente un tant soit peu de répondre à cette question. Et ça, il faut le féliciter pour cela. Oui, on l'a dit quelque part. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on a tous des choses à dire. Il y a par exemple la scène en abîme, il procède, technique littéraire, où à un moment il y a l'arrêt dans le récit et Bazier et Koula et bientôt se mettent à parler de leur désillusion par rapport à la situation de l'époque, etc. C'est pourquoi ils disent que sont aux pages 72-73, nous sommes la génération du sacrifice. Parce que Ebinto dit que c'est une génération qui est dans la transition entre le traditionnel et le moderne. Et justement, c'est la génération qui est sacrifiée. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Et comme annoncé au début de l'émission, nous recevons notre frère et ami, maestro, M. Akmel Niagne. Je vais te laisser te présenter aux téléspectateurs. Alors, je suis Akmel Niagne, je suis prof de musique dans le lycée et collège. Je suis ivoirien, je suis installé au Gabon depuis près de 21 ans, 20 ans. Bon, maintenant, au niveau de l'enseignement, j'interviens un peu à l'Institut pédagogique national dans le cadre des programmes de notre discipline. Voilà. Globalement, ce que je fais. Alors, comme j'ai une formation de prof de musique et je joue aussi, je pratique beaucoup de musique, j'ai aussi une petite structure, une petite école où ceux qui veulent progresser dans une matière de la musique, que ce soit la guitare ou le piano, viennent s'inscrire et puis apprendre davantage. Voilà, globalement ce que je fais. Alors, ta spécialité, c'est professeur de musique. Et quel autre instrument en dehors de la guitare? Lorsque vous êtes prof de musique, vous avez forcément une spécialité. Donc, lorsque j'étais en formation, c'est la guitare que j'ai étudiée. Mais sinon, je suis capable de chanter, pas que je sois un chanteur professionnel. Je suis capable de chanter, je suis capable de jouer un peu de piano. Et puis, j'ai aussi fait de la flûte à bec. Jusqu'à un certain niveau quand même, où je peux créer un orchestre de flûte avec tout ça. Voilà. Comment es-tu arrivé à la musique? C'était une passion d'enfant. J'étais très petit dans un village et j'avais un ami à moi qui avait son frère qui était handicapé pour ne pas s'asseoir et s'ennuyer. Son frère faisait de la guitare. Et donc de temps en temps, cet ami venait avec sa guitare chez moi. Et lorsque j'ai vu la guitare pour la première fois, j'ai senti un choc. Un choc qui me dit que voici ton métier, voilà ce que tu dois faire. Et depuis ce jour, j'ai travaillé petit à petit.
jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. Et là, j'ai eu la chance d'aller dans une école de musique et puis faire un bac en musique et après aller dans les structures supérieures et où j'ai terminé mes études après avoir fait un stage aux États-Unis aussi. Voilà. Mais c'est bien, Akmel, je sais que tu as beaucoup de muses hein, et tu as beaucoup de références, mais je sais également, entre autres, que tu aimes bien Ismaël Lô. Parce que je t'ai entendu quelquefois interpréter certains de ses morceaux. Je voudrais là, devant tout le monde, que tu nous joues, par exemple, Tadjebon. Et au besoin, on va t'accompagner. Ok. Hein? Ben, vous allez m'accompagner parce que, bon, Tadjebon, je n'ai plus les paroles en tête. Mais je pense que ça commence comme ça. Merci. C'est bon. Ah, mais je ne savais pas qu'Innocent avait des qualités. Alors, Akmel, oui. En dehors des cours, en marge des cours dispensés, est-ce que tu te produis? Oui. Les cours, lorsque je travaille avec mes élèves, je prends soin de les former. Puis en fin d'année, on se produit obligatoirement. Wow. Chaque année, je donne sur Libreville 2, voire même 3 concerts. Et chaque fois, la presse est invitée, il n'y a pas de problème. Voilà. On n'avait jamais été invité, nous. Bon, je vais y penser. Ouais, mais as-tu déjà des CD sur le marché, un CD ou des CD? Non. Moi, je suis prof de musique. Mon devoir est de comprendre la musique et d'aider mes élèves à la comprendre aussi pour être mieux formés. Donc, ce travail déjà me prend assez de temps. Donc, je ne suis pas un musicien qui produit des spectacles, qui produit des CD. Je suis plutôt un prof de musique. Et mon rôle, c'est d'expliquer la musique, de la faire comprendre davantage. Voilà. Expliquer la musique, ça tombe bien, parce qu'Akmel, je te connais, ça fait un bon bout de temps. Merci. Et je crois t'avoir entendu expérimenter la musique pygmée, ces sons-là, ces cris. Je pense que ça s'appelle yodel ou yodel. Oui, les yodel. Oui. Les yodel. Oui. Voilà. Bon, d'abord, il faut qu'on explique un peu à nos téléspectateurs que les yodel dont parle M. Courant, Paul Courant, les yodel, c'est en réalité une technique musicale, une technique de chant en fait. Une technique de chant. Lorsque quelqu'un chante en fait, il y a 2 types d'approvisionnement sonore. Il y a premièrement la voix de poitrine. Par exemple, quand quelqu'un chante ta djebon, vous voyez, on a l'impression que cette voix sort de la poitrine. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi on dit la voix de poitrine. Est-ce que vous voyez? Mais il y a aussi une deuxième voix qu'on appelle la voix de tête. Lorsque quelqu'un fait par exemple coucourou, courou, on a l'impression que la voix sort de la tête, vous voyez. Donc la voix de tête, non, la voix de poitrine, la voix de tête. Alors le yodel, c'est
au moment où le chanteur chante, il va rapidement de la voix de poitrine et il accède à la voix de tête. Est-ce que vous, par exemple, il fait Eléhi, 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 Eléhi. Vous voyez, ça c'est une voix, c'est un yodel. Qui est la voix de poitrine, qui est la voix de tête. Il faut être spécialiste pour faire ça. Bon, moi, j'explique tout juste, mais je ne suis pas un spécialiste. Et voilà, dans la vie, moi, j'ai étudié ça avec un grand maître de la musique africaine qui s'appelle Francis Bébé, qui était camerounais, qui est maintenant décédé en France, et qui était un grand musicologue africain que je respecte beaucoup et j'ai beaucoup étudié ça. Voilà. Akmel, nous expliquer c'est bien, mais nous expliquer c'est jouer justement à ce voilà, niveau-là. bon. Juste une petite interprétation. Ok, mais écoutez, vous allez aussi participer ici. Vous allez faire, quand je vais vous faire signe, vous allez faire la, 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 la. D'accord. Simplement. Deuxièmement, la, 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 la. D'accord. Alors, ce chant, c'est un chant de Francis Bébé qu'on appelle le chant d'amour pygmée. Allez. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Mon cœur est plein d'amour. Heureusement d'ailleurs. Je n'ai que cela. Mon cœur est plein d'amour. Plein d'amour pour toi. Eléhi, Eléhi, Eléhi. Eléhi, Eléhi. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Je sais qu'un jour viendra où tu comprendras. Je sais qu'un jour tu verras mieux que je t'appartiens. Eléhi, Eléhi, Eléhi. Eléhi, Eléhi. Eléhi, Eléhi, Eléhi. Eléhi, Eléhi. La, 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 la. La, 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 la. Merci, merci. Merci beaucoup. Akmel, certaines personnes pensent qu'enseigner la musique c'est facile parce qu'on travaille en jouant. Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux leur dire pour ta défense? Bon, pas pour ma défense, pour la défense de la matière. En fait, bon, notre objectif, c'est d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi les gens disent ça. C'est en réalité le fondement de ça. Pourquoi ils le disent? Alors, lorsque on a commencé à s'intéresser à l'école sérieusement, les premières personnes qui ont créé des plus grandes civilisations, nous en connaissons trois en Antiquité. Il y avait les Égyptiens, qui sont africains, il y avait les Grecs et les Romains. Alors, chaque fois, pour ceux qui ont fait les lettres comme vous, chaque fois qu'ils parlent un peu, ils ont donné selon, dans la Grèce antique, on entend ça souvent, surtout de vous, les intellectuels. Alors, dans la Grèce antique, il n'existait que trois matières. Il y avait la philosophie, il y avait les mathématiques, et puis il y avait la musique. Alors, comment se fait-il qu'une matière qui est à la base de la connaissance humaine, on va dire que c'est elle qui vous l'enseignez et puis on vous méprise? Non. C'est simplement parce que moi, une des explications dans mes recherches m'a démontré qu'en réalité, c'est parce que le mot musique se confond dans nos langues avec le mot qui désigne l'amusement. Alors, si vous avez votre fils, vous n'allez pas payer pour que votre fils aille s'amuser. Qui va payer
pour que son fils apprenne l'amusement. Donc les Africains ne comprennent pas. Par exemple, moi, dans ma langue en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un dit Menopia, ça dit je vais m'amuser. Mais Menopia, quand vous allez aussi jouer de la musique ou bien danser, on dit aussi Menopia. Alors, qui va payer pour que son enfant aille s'amuser? Donc les Africains ne comprennent pas. Ils sont un peu mélangés, un peu dans les gènes. Confusion. Ouais, il y a une confusion. Exactement. Mais sinon, la musique, moi j'ai fait des études de musique, je n'ai pas encore connu une étude dessus aussi éprouvante que la musique, l'étude de la musique. Et c'est une des études les plus chères au monde. Voilà, ça c'est clair, vous avez dû inscrire un peu vos enfants par-ci par-là dans les petits cours même de musique. Il faut débourser énormément d'argent. Et moi je pense que ce qu'il faut faire pour que les gens arrêtent de penser comme ça, c'est de bien former nos profs de musique. Quand ils sont bien formés, mieux formés à l'école et qu'ils sont capables, en ça de profs, de tenir des propos cohérents, les collègues commencent à se poser des questions, mais attendez, ceux-là, il y a quand même quelque chose dans leur tête. Et puis au fur et à mesure, les choses s'imposent. Mais tant qu'on fera un travail un peu bizarre, ça participe de l'équilibre. Comment tu expliques la réussite des artistes africains, notamment, qui n'ont pas fait un seul cours de musique? Oui, en fait... Et je pense que c'est la situation même du grand nombre. Voilà. Non, en fait, notamment même, on a fait allusion aux pygmées tout à l'heure, c'est des gens qui ont, en matière de polyphonie, ils sont... Mais ce que vous avez dit, c'est bien, c'est une très, 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 très bonne question. Elle est bonne parce qu'il y a confusion aujourd'hui entre le prof de musique, qui peut être un musicien qui a étudié, et l'artiste. Ceux dont vous parlez sont des artistes. Un artiste, c'est quelqu'un qui, à un certain moment de sa vie, reçoit des vibrations et qui les exprime. Mais il n'est pas obligé d'expliquer. Ah, vous, c'est le discours sur la production de l'artiste. Voilà, l'artiste. Oui. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a le discours sur la matière, il y a la matière même, voilà. La musique, etc. Et puis il y a le discours sur la musique. Quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, il y a un artiste comme Alpha Blondy, qui est un grand monsieur, un grand artiste. Mais Alpha Blondy, il paye des plus grands musiciens qui travaillent sur sa musique. Ceux-là, ils ont étudié. Je connais un des guitaristes d'Alpha Blondy qui est maintenant décédé, avec lequel j'ai fait le conservatoire. On avait le même prof de guitare. C'était pas n'importe qui, il s'appelait Afrilo Eugène. Il est mort dans la souffrance, dans la pauvreté. Mais c'était un génie. C'est lui qui a introduit les techniques de la guitare classique dans la musique Alpha Blondy. Et c'était impuissant. Mais lui, il est musicien. Alpha Blondy, c'était un artiste. Oui. Voilà donc la différence. Donc vous comprenez quoi. Le jeune qui vient de mourir, c'était un artiste. C'est un artiste. C'est un grand artiste. Mais il n'est pas musicien, non. Voilà. Je pense que ces explications vont permettre au grand nombre d'éviter de faire maintenant ces confusions-là. J'avoue moi-même que j'ai été à l'école des arts. J'ai fait une semaine et j'ai pris mes jambes à mon cou pour dire justement que c'est extrêmement difficile, justement. Akmel, on t'a entendu avec les Pygmées, on t'a entendu avec Francis Bébé. On va terminer par ta propre création, quelque chose de toi. Ok. Alors, je vais jouer une chanson que j'aime beaucoup, qu'on appelle M. Lawel. M. Lawel, ça veut dire mes amis. Je parle d'un cousin qui a été blessé par un autobus et aujourd'hui il a plus de 50 ans. Il n'a jamais été guéri. On ne sait pas pourquoi. En quelle langue? C'est dans une langue de Côte d'Ivoire qu'on appelle Adjoukrou, les créateurs d'Atiké. Ceux qui ont inventé l'Atiké. Voilà. Oh, Venant, si tu m'écoutes aujourd'hui, je souffre pour toi. Sois courageux. Je demande à la belle de me faire entendre partout pour que ta douleur soit bien expliquée. Lengeki emli somen mu banyeke mu benglo na wo em la welo em ki fi homko
Nyame lowe kukonga gnafengo. La welo, qui fi romko. Nyame lowe kukonga gnafengo. Sorun. La welo, qui fi romko. Nyame lowe kukonga gnafengo. Lengi ki li son meng. Moumanye ke moumeng lo na wo. La welo, qui fi romko. Nyame lowe kukonga gnafengo. Très belle mélodie, triste, mais très Merci, belle. merci. Merci Akmel Niang. Merci, merci. Merci. Voilà, on va terminer par la toute dernière partie de notre émission. Aujourd'hui, par la chronique des Innocentes, qui va nous parler de ce qui se passe au Togo, dans un village du Togo. Oui. Une forme de commerce sans monnaie, voilà, le troc. Voilà ce qui se passe dans ce village du Togo. Innocent? Un village du Togo qui s'appelle Togoville. Dans leur marché, ils n'utilisent pas d'argent. Et ils pratiquent le troc. Et ces transactions commerciales se font entre tous les habitants. Le jour du marché, chacun amène ce qu'il peut proposer et on échange les produits sans pour autant qu'il y ait de l'argent. Et puisque ça se fait régulièrement, chacun sait le produit qui est équivalent à un autre produit par rapport aux quantités proposées de part et d'autre. Après, il y a le marchandage, comme ça se fait chaleureusement dans tous les commerces, dans tous les marchés en Afrique. Il y a ce commerce, le marchandage, et puis on discute. Après, s'il y a des problèmes, il y a toujours des médiateurs pour venir équilibrer et que chacun ne perde pas au change. Je pense que c'est une solution pour lutter contre le manque de nourriture dans certaines familles. Et ça fait que dans ce village au Togo, chacun peut subvenir à ses besoins, surtout en ce qui concerne les produits de première nécessité pour la nourriture de la famille, pour le quotidien dans la famille. Je pense qu'on doit l'utiliser partout ailleurs. Pourquoi? Cette tradition, elle rend les hommes plus autonomes. Et il y a une situation commerciale qu'on voit souvent dans les villes et qu'on appelle quand on vend des produits d'occasion, les vides-greniers. Quand il y a des vides-greniers, on achète. Et le vide-grenier, c'est devenu très, très populaire. Exactement. Maintenant, quand il y a des vides-greniers, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire du troc? On fait le vide-grenier, au lieu de donner de l'argent, on expose les marchandises et les participants du vide-grenier pourraient échanger leurs marchandises sans qu'il y ait de l'argent. Et chacun pourrait prendre chez l'autre ce dont il a besoin. Ça permettrait de lutter contre le gaspillage parce que ce qui n'est pas vendu dans le vide-grenier, quelquefois ça finit à la décharge ou bien ça finit abandonné. Pourquoi ne pas échanger? Souvent, on a un produit dont on n'a plus besoin, mais dont l'autre peut avoir besoin et que l'autre peut utiliser. Et surtout pour le vide-grenier aussi, qu'on ait maintenant l'habitude de réparer. Souvent, on jette des choses parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On jette parce qu'on n'a pas envie de réparer. On jette parce que même si on répare, on n'en a plus besoin. Alors, si on réparait et que dans les vide-greniers, on faisait du troc, ça aiderait la planète. Ça aiderait beaucoup la planète parce qu'il y a beaucoup de bons produits que les gens assez aisés mais jettent. C'est du gaspillage. Il faut lutter contre ce gaspillage-là. Il y a d'autres personnes qui ont besoin. Ou bien, si toutefois on a cette envie de ne pas jeter, quand on n'utilise plus un objet qui est encore utilisable, même s'il n'y a pas de vide-grenier, même si on n'achète pas, même si on ne fait pas de troc, on pourrait avoir comme il y a les réfrigérateurs, les frigos solidaires, les réfrigérateurs solidaires, mais qu'on fasse des boutiques solidaires. On dépose tout et on peut tout récupérer. On dépose et celui qui veut, il vient, il récupère et il dépose. Et on peut déposer quelque chose en récupérant une autre chose. En fait, chacun prend ce dont il a besoin. Je pense que cette idée qui vient du Togo peut servir au monde entier. Moi, je suis parfaitement d'accord, parce que c'est une forme de commerce qui paraît surannée, mais quand on regarde aujourd'hui, c'est dans quoi nous vivons, dans la monétarisation de l'économie, les inflations, le fait que telle monnaie
soit arrimé à telle autre monnaie, etc. Cette forme de dépendance dans laquelle nous sommes. Mais justement, faire du troc, ça permettrait, comme l'Afrique a inventé, je crois que c'est bien l'Afrique, hein, le fait d'échanger de l'argent par des téléphones portables sans passer par les banques, et ils copient maintenant justement ces échanges bancaires-là. Voilà. Pourquoi, justement, en faisant du troc, ça permettrait d'échapper à ces inflations, à cette emprise monétaire dans laquelle on vit, dans laquelle trempent nos économies. Peut-être pas à l'échelle nationale, mais surtout quand on prend en compte le côté sociabilisant, cet échange entre gens du même village, entre gens de villages différents, entre gens de villes, ça permettrait de resocialiser, de recréer des relations. Et de donner aux objets une seconde vie. Au lieu de remplir les décharges et de détruire la planète parce que justement on n'utilise pas les objets comme il le faut, on jette pourtant des outils que quelqu'un d'autre aurait pu utiliser et que quelqu'un attend, mais ça finit dans une poubelle. Non, ce angle de vue-là est vraiment intéressant. Parce que l'impact environnemental est là, c'est un enjeu très important aujourd'hui dans tous nos échanges, on devrait tenir compte, dans toutes nos activités d'ailleurs. Et cette pratique-là, c'est une survivance, à mon sens, des pratiques anciennes. Ancestrales et authentiques. Et là, ils font bien de faire revivre ce mode d'échange. D'ailleurs, je me rappelle, le président Wade, dans le cadre du NEPAD, avait proposé quelque chose, un schéma d'échange concernant le pétrole. Le pétrole, les quelques rares pays producteurs, les grands producteurs, Nigeria, Angola, Libye, pourraient échanger des produits avec des biens. Oui, des biens pour les pays non producteurs. Exactement. Cette étude-là était en voie d'aboutir. Mais les grands défenseurs de la monnaie, sont nos grands ennemis. Il faut le dire à haute voix. Et ils le seront encore. Oui. Ah bon, on les laissera faire. Moi, je suis assez optimiste. Je pense que leurs jours sont quand même comptés. C'est aussi mon souhait. Il faut pouvoir sortir de là. Parce que là, c'est asphyxiant. Et là, cet angle de vue-là, il est intéressant. Il est intéressant. Akmel, le troc, ça te dit? On va terminer par toi. Oui, bon, moi, c'est surtout lorsque Innocent disait que au lieu de jeter, on peut donner et puis échanger, vous voyez. Alors moi, je me souviens comme ça quand j'étais tout petit. Je te donne mon livre de français, tu me donnes ta guitare. Voilà, nous on faisait ça déjà, tout petit. Quand on allait à l'école... Et là, c'est pas équilibré. Quand on allait à l'école, je me souviens que lorsque l'année finit, tu gardes tes livres et ton papa prenait les mêmes livres, là, il partait donner au voisin. Et le voisin qui avait un autre fils, bon, on échangeait. Et ça veut dire que les parents étaient un peu soulagés. Il y a d'abord ça. Et puis moi, je me souviens encore quand on était plus petit, comme les parents étaient vraiment en difficulté, n'arrivaient pas à nous acheter des cadeaux. Je connaissais une tante à nous qui était à Abidjan, qui était assez aisée, et qui disait à toutes ses voisines, au lieu de jeter vos jouets, moi j'ai des enfants au village qui en ont besoin. Je me souviens un jour, cette dame est venue m'offrir, elle a offert à tous les enfants du quartier, du village, une voiture qui avait un pneu en moins. Mais à cause de cette voiture, je me réveille tout le matin pour me la rouler. C'était vraiment le seul réconfort que j'avais. Et en passage, je tenais à dire merci aussi à des dames et pour aller dans le même sens que ce que... Chers téléspectateurs, nous allons nous quitter. Akmel Niagne, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Et d'avoir égayé particulièrement ce plateau avec ta guitare. Ouais, je reviendrai chaque fois que vous allez me faire appel. Merci beaucoup à la Belle TV. Expression. Voilà. Souley, merci beaucoup. Merci Innocent. à tous. Merci. Chers téléspectateurs, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.